Passons rapidement à la semaine qui vient de passer. On va parler un peu, on va toucher un peu de le Québec, on va toucher un peu Ottawa. On va commencer avec le congrès, la convention qui s'est déroulée la fin de semaine dernière chez Québec solidaire. Un moment tant attendu parce que justement, durant cette convention-là, ce congrès de leurs membres, ils élisaient la nouvelle co-porte-parole. Puis, il y avait 3 candidates. Il y avait Rouba Gazal, il y avait Émilise Lessard-Terrien et, j'oublie son nom, de Sherbrooke. Député de Sherbrooke. J'ai toujours son nom en tête. Puis là, maintenant que tu l'oublies, je l'oublie également. Bon, ça va nous revenir. On va revenir. En tout cas, c'est la députée de Sherbrooke. Puis, donc, de ces 3 candidates-là, celle qui a pu convaincre la majorité des membres de Québec solidaire était Émilise Lessard-Terrien, donc une ancienne députée qui a été élue en région, Abitibi-Témiscamingue, je pense. Puis, elle a perdu les dernières élections, évidemment, à la CAQ. La seule députée, ou la seule personne qui est parvenue à se faire élire pour le Québec solidaire et qui a perdu son comté. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Québec solidaire, depuis l'élection de son premier député, la première fois en 2008, c'était Amir Kadir, Québec solidaire n'avait jamais perdu un comté. C'est la première fois dans son histoire que Québec solidaire perdait son comté. Mais tu me dirais, c'est pas la nouvelle dont on veut discuter aujourd'hui. Ce dont on discute aujourd'hui, effectivement, c'est l'élection suite à cette course au co-porte-parole-là, pour pas dire leadership, puisqu'il n'y a pas de leadership techniquement parlant à Québec solidaire. Et ben, c'est effectivement le fait que Gabriel Dubois va avoir une co-porte-parole avec lui qui s'appelle Émilise Lessard-Terrien, et qui est une ex-députée, et effectivement qui a gagné par 3 votes de plus au deuxième tour, par 3 petits votes seulement, devant Rouba Gazal, députée de Mercier, et Christine Labrie, donc c'est ça le nom. Elle nous excusera. Christine Labrie, donc députée de Sherbrooke, qui est arrivée en 3e position, qui a été éliminée au premier tour. D'ailleurs, grande surprise, parce que beaucoup de personnes auraient imaginé que Christine Labrie aurait fait un meilleur score. Moins inclus. Effectivement, puis non, finalement c'est Rouba Gazal qui était la plus proche d'Émilise Lessard-Terrien. C'est une situation un peu particulière parce que Québec solidaire, il y avait quand même dans ce choix un choix très stratégique et important à faire pour les militants de Québec solidaire. Québec solidaire est déçu d'avoir fait à peine, on parle quoi, de 12 députés, je crois, aux dernières élections. Mais 11 plus 1 à la partielle de Saint-Marie, de Saint-Henri. De Saint-Henri, effectivement. Donc, il y avait une espèce de déception de la part de Québec solidaire qui se serait attendu à faire plus, même s'ils ont eu un lot de consolation, effectivement, en allant chercher une autre circonscription suite au départ de Dominique Anglade. Je dirais que ce qui était recherché, c'était le potentiel de croissance. Ils ont réalisé qu'ils n'arrivaient pas à croître. Ils n'arrivaient pas à croître. Et ce potentiel de croissance-là, il est vu comme à l'extérieur de Montréal. Et je ne sais pas si c'est le cas ou non, mais on dirait que les militants de Québec solidaire voulaient donner une voix supplémentaire au niveau du co-porte-parole, comme on dit, à une personne qui vient d'une région et il s'agit donc d'Émilise Lessard-Terrien. Ouais. Moi, je pense que c'est une bonne stratégie, c'est une bonne décision de promouvoir quelqu'un qui vient des régions parce que, en fait, c'est justement le défi qui se pose pour Québec solidaire. Québec solidaire ne sont pas les seuls non plus. Il y a aussi les militants du Parti libéral du Québec qui se demandent si, après les 2 dernières élections, leurs partis sont résolument des partis régionaux, essentiellement
dans la région de Montréal. Comme tu as dit, à l'exception pour Québec solidaire, qui a réussi à avoir des députés dans la région de Québec. En 2018, ils ont réussi à avoir Émilie Lessard-Terrien aussi. Mais en gros, là, c'est la région de Montréal pour les deux partis. Et c'est un défi pour les deux partis d'aller pénétrer de nouveau dans les régions. Je pense que, premièrement, la candidature d'Émilie Lessard-Terrien était une bonne candidature. Je pense que, comme militante, ancienne députée, certainement, cette stratégie-là d'avoir quelqu'un qui représente les régions, qui le connaît bien, c'était une bonne stratégie de sa part. Et une bonne décision pour qu'elle se lance dans la course au co-porte-parole. Oui, j'aime pas le mot, là, mais c'est comme ça. Puis, c'est ça, elle a gagné. Donc, maintenant, à compter, à partir de maintenant, qu'arrivera-t-il? C'est sûr que moi, je ne sais pas la stratégie de Québec solidaire, j'imagine qu'elle sera la personne terrain exact. Qui va avoir peut-être comme mandat d'aller essayer de rejoindre à nouveau les membres dans les régions, certainement comme personne qui vient des régions, elle a cette connexion-là. Puis on verra si ça va marcher, si ça va porter fruit. Alors, Émilie Lessard-Terrien, je crois qu'elle coche plusieurs cases. Et c'est ça qui est intéressant dans la candidature qu'elle a portée et dans sa victoire. Pourquoi je dis qu'elle coche plusieurs cases? D'abord, même si c'est une ancienne députée, il se trouve qu'elle n'est pas au caucus de Québec solidaire actuellement. Et donc, d'une certaine manière, en plus d'être la co-porte-parole féminine, elle est aussi la co-porte-parole non élue. Et Québec solidaire a toujours essayé d'avoir cette espèce d'équilibre entre élus et non élus pour que la réalité du monde extérieur à l'Assemblée nationale puisse se refléter dans une forme de leadership. Mm-hmm. Donc, alors, elle coche la case féminine qui lui revenait de droit dans la constitution de Québec solidaire. Elle coche la case non élue. Elle coche la case région au moment où l'autre co-porte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois, lui représente très bien Montréal. Donc, elle cochait plusieurs cases. Elle coche une autre case que Gabriel Nadeau-Dubois, en fait, cochait déjà. Celle de la jeunesse. Mm-hmm. En fait, le lendemain où elle a gagné cette course, elle fêtait son 32e anniversaire. Sachant que Gabriel Nadeau-Dubois est lui aussi à 31 ans ou 32 ans dans peu de temps, je crois. Enfin bref, on est dans ces eaux-là. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'on a souvent dit que les jeunes étaient attirés par Québec solidaire, par ces espèces d'idéal de gauche, ce petit côté un peu... ils vont pas aimer ça, révolutionnaire, puis avec quelque chose d'important quand même, il faut le dire, pour tous les partis, celui de l'environnement qui a été mis souvent en avant. Donc, en ayant deux co-porte-parole dans le début de la trentaine, Québec solidaire pourrait être très attractif auprès des jeunes générations. Je finis là-dessus. Il y a quand même un message que ça envoie, notamment à François Legault, qui est le doyen de l'Assemblée nationale. C'est le plus ancien élu de l'Assemblée nationale. Et alors, c'est sûr qu'aux prochaines élections, on va avoir le plus ancien élu de l'Assemblée nationale avec les plus jeunes chefs de parti de l'histoire des partis politiques du Québec. Même plus jeune encore qu'un Robert Bourassa qui s'était fait élire Premier ministre à 36 ans. Alors, il y a ça. Puis, il y a... Paul Saint-Pierre Plamondon qui, même s'il est moins jeune, quand même, c'est un jeune homme. Mais oui, c'est ça, c'est quand même un jeune homme. Donc, et ça envoie alors un message bien sûr clair à François Legault, parce que c'est lui qui est Premier ministre sortant, qui sera Premier ministre sortant en 2026. Mais ce qui est surtout important aussi, c'est pour le Parti libéral du Québec. Quel profil le Parti libéral du Québec va-t-il aller chercher? Est-ce qu'il va se coller sur une espèce de jeunesse, fraîcheur, comme on peut en voir au Parti québécois, comme on peut en voir à Québec solidaire? Ou est-ce qu'il va aller plus vers une espèce d'expérience capable de donner la réplique? Le vétéran politique. C'est ça, ou capable de donner la réplique
à un monsieur qui aura 66 ans, je crois, ou 67 ans à la prochaine élection. Je parle de François Legault. Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, puis j'avais même pas pensé à cet angle-là. Et c'est vrai que il y a cette ligne là, qui divise les deux partis. Ben, c'est pas les deux partis traditionnels, mais quand on sait que dans la CAQ, il y a des anciens zadéquistes, péquistes, libéraux. Et les libéraux, c'est la faction un peu plus vieille versus un peu ce que tu dis, la vague de jeunes qui arrivent à l'Assemblée nationale, voire que, même si au PQ, il y a quand même Pascal Bérubé, Joël Arsenault, qui sont d'un certain âge aussi. Mais tout ça pour dire que... D'un certain âge. Ils sont relativement jeunes, surtout Pascal, je crois. Mais Pascal Bérubé, je veux dire. Mais, c'est vrai. Il est dans sa quarantaine, j'imagine, fin quarantaine. Il est dans sa quarantaine. Non, ils sont pas vieux, mais ce que je veux dire, c'est que quand on voit... ce que Québec solidaire attire, ou comme tu as fait mention, Paul Saint-Pierre Plamondon, tu sais, c'est des leaders qui mènent par exemple. Moi, je pense que ça va refléter beaucoup dans le type de candidats qu'ils vont pouvoir aller chercher. Donc, oui, c'est quelque chose, c'est un contraste quand même intéressant. L'autre chose très intéressant qui est sorti de ce congrès-là durant la fin de semaine dernière, et c'est justement ça qu'on va parler un peu plus maintenant, c'est cette résolution qui a été débattue et adoptée de mettre en priorité comme candidat juste des femmes ou des personnes non binaires dans les prochaines élections partielles. Moi, aussitôt que j'ai entendu ça, je sais pas ce que j'ai pensé, mais je peux dire que c'était pas « Oh, wow, bravo, une bonne idée », tu sais. C'était vraiment pas ça. C'était loin de ça. Je me demandais, mais coudonc, c'est quoi cette affaire-là? Est-ce que, premièrement, ça contrevient aux droits de la personne? Est-ce que le parti, tu sais, Québec solidaire, qui était un parti toujours qui prônait cette ère de nous, on veut représenter tout le monde. Puis, tu sais, il voulait jouer le rôle de ce parti qui défendra toujours les droits. Les droits des électeurs, les droits et les libertés des gens. Et tout à coup, on a cette résolution-là qui vient exclure des membres de Québec solidaire. Je ne sais pas où je l'ai lu, c'est environ une cinquantaine de pourcents. C'est environ 50-50 leurs membres. Donc là, on vient dire aux hommes, regarde, vous allez passer en deuxième place là, parce que nous, on veut prioriser des femmes. Le but de ça, juste pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est parce qu'ils veulent avoir une parité dans le caucus. Et ça, c'est totalement... tu sais, je le comprends parfaitement. Mais pour moi, il y a une ligne très fine. Tu sais, je comprends que tu veux avoir la parité dans ton caucus, mais est-ce que tu ne vas pas trop loin en disant que pour arriver à ce but-là, on va exclure les hommes? Est-ce que c'est intelligent de faire ça? Je pense que non. Je pense que ça va frustrer certaines personnes et membres. D'ailleurs, le candidat qui avait dans la partielle à Jean Talon, il a déchiré sa carte de membre, totalement frustré. Et juste en rappel, on a essayé durant la partielle à Jean Talon de mettre une femme. Puis lui, il l'a contesté, il a fait son assemblée, puis il a gagné de façon démocratique, puis bravo pour lui. Et ben, c'est ce même candidat-là, ancien candidat, qui a dit, regarde, moi, c'est fini là, avec Québec solidaire, là, ces affaires-là, ça n'a pas de sens. Et je suis d'accord avec lui. Mais tu vois, Québec solidaire, en se drapant d'inclusion et d'inclusivité, ils excluent. C'est ça le problème. C'est-à-dire que... C'est une contradiction énorme. Mais c'est parce que, comment dire, la discrimination positive, c'est de la discrimination pareille. Mm-hmm. Et je pense que promouvoir le monde politique et les postes politiques, y compris ceux de candidature dans des élections d'une manière générale et les élections partielles en particulier, d'essayer de promouvoir ça au genre le moins représenté, là en l'occurrence au genre féminin,
ou aux personnes non binaires. C'est comme le requiert Québec solidaire. C'est-à-dire que de trouver une façon de s'assurer qu'il y ait plus de candidatures féminines et non binaires, c'est tout à fait louable. Il n'y a personne qui est contre la vertu, ça c'est sûr. Cela dit, discriminer, c'est pas bon. Point. Discriminer. Ouais. C'est pas discriminer un homme, c'est moins pire que de discriminer une femme, ou discriminer une femme, c'est moins pire que de discriminer un homme. Non. Discriminer, c'est pas bien. Point. Et on est dans un contexte démocratique, puis en plus, Québec solidaire, c'est toujours dit être une formation politique démocratique, même qui disait qu'ils étaient les plus démocrates dans leur façon de faire. Mais je m'excuse, comment on va prendre un homme le fait d'être écarté purement et simplement, directement, automatiquement, simplement par le fait d'être un homme? Il va ressentir la même chose qui arrive à des milliers de femmes, injustement, d'être mises de côté pour le simple fait d'être femme. Donc, c'est pénible de l'entendre pour les femmes, effectivement. Puis il y a un réel problème, on s'entend, là, où il n'y a pas de parité, où il n'y a pas d'assez de représentativité. En tout cas, les femmes ne sont pas assez représentées sur bien des affaires, les conseils d'administration, les hautes directions d'entreprise, dans plusieurs organisations. C'est vrai. Puis il faut promouvoir ça. Et d'ailleurs, il y a quand même eu des améliorations notables. Mais on ne fait pas la promotion de candidatures féminines en disant à toutes les candidatures masculines, quelle que soit la bonne volonté, quel que soit ce qu'elles peuvent apporter, etc. Non, vous ne pouvez même pas prétendre à y être. Ouais. Perdre, ils pourraient perdre dans une investiture. C'est bien correct. T'sais. Mais voyons donc, ne même pas les laisser y aller à l'investiture, ça n'a aucun bon sens. Non, je suis d'accord avec toi. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Le problème pour moi, là, puis les arguments qu'ils ont donnés, j'ai vu une entrevue que Gabriel Nadeau-Dubois a accordée à Mario Dumont où il disait, écoutez, quand Jean Charest, là, il est sorti pour dire qu'on veut la parité dans le Conseil des ministres, il n'y a personne qui a arraché sa chemise. Quand Jean Charest a passé un projet de loi pour permettre une parité sur les conseils d'administration, il n'y a personne qui a déchiré sa chemise. Et je trouve que c'est des pauvres arguments. Parce que là, on parle de nomination. Exactement. Il n'y a personne qui est rentré interrompre ou s'ingérer dans un processus démocratique et dire toi, l'homme, reste de côté, on veut des femmes. Non, on permet à tout le monde de façon équitable à se présenter, à se représenter. Puis si tu gagnes, bravo. Là, on a une équipe en place. Qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est une décision plutôt administrative, entre guillemets, qui est réservée à quelques individus au parti, de sélectionner les personnes qui vont composer le Conseil des ministres. Puis ça, c'est une décision pure et simple qui appartient au premier ministre ou au chef de parti pour leurs officiers parlementaires, puis etc. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses complètement différentes. OK, on parle de nomination versus un processus démocratique dans lequel tu as une obligation d'ouvrir la porte à tout le monde. Première chose. Deuxième chose, puis on sait comment ça fonctionne au niveau des partis. Là. Il y a la direction du parti, puis les candidats sont approuvés par le chef. OK? Donc, même si le parti pense que moi, Jean, je serais un bon candidat, puis soumettre ma candidature, à la fin, là, c'est le chef du parti qui va signer mon bulletin de candidature. S'il ne veut pas que Georges se présente, puis à la place, dans ce comté-là, on veut mettre une femme, il a tout simplement le droit de ne pas me signer mon bulletin de candidature et aller chercher d'autres candidats. Tu as le droit de faire ça. Est-ce que c'est discriminatoire? Oui, non, je ne sais pas. C'est une décision qui est prise. Moi, je préférais ça parce que c'est une décision que le chef de parti prend parce que tu veux certaines personnes dans ton caucus. Et c'est ce moment-là, le moment opportun pour le faire. Et on a déjà critiqué en début, là, quand on avait commencé, la façon que Dominique Anglade
avait fait la sélection de ses candidats. Tu es le chef de parti. Toi, tu aspires à gouverner, tu as 125 places à remplir et c'est à toi de décider qui tu veux rentrer dans ton équipe. OK? Donc, si tu veux être premier ministre et tu ne peux pas aller chercher 125 personnes qui ont la capacité de promouvoir tes idées, ton idéologie, puis mener ton plan d'action pour les 2 ou 4 prochaines années, bien peut-être que tu ne devrais pas être premier ministre. Tu comprends? Donc, moi, les investitures, là, puis on l'a déjà, on le répétera pas, mais on l'a déjà dit, je suis pas 100% contre, mais je pense que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps pour moi. Je comprends l'aspect démocratique puis tout, mais tu es en politique, tu es en train de composer une équipe, va choisir les gens que tu veux. OK? Puis là, si tu veux choisir des hommes, choisis des hommes. Si tu veux choisir des femmes, choisis des femmes. Moi, c'est là, au point de cette décision-là, où tu dois choisir les hommes, les femmes, choisis une équipe paritaire, fais ce que tu veux. Mais de dire à tes membres, garde, restez chez vous, on choisit juste des femmes, puis that's it, that's all, moi, je suis tellement sûr que s'il y a quelqu'un qui conteste cette décision-là, ça passe pas. Au niveau, je suis pas avocat, là, mais au niveau des droits de la personne, là, c'est discriminatoire. Un argument que je dois accorder, par exemple, à Gabriel Nadeau-Dubois, c'est que c'est juste pour les élections partielles. Puis, il a raison qu'à partir de maintenant, jusqu'aux prochaines élections générales, combien de partiels est-ce qu'on va avoir? 1, 2, peut-être 3, max 4, pas plus. Donc, est-ce que c'est vraiment un problème dans les 2, 3 ou 4 prochaines élections partielles que comme parti, on sélectionne des femmes? Non. Puis il a raison. Oui, OK, sélectionne des femmes. Mais pourquoi rentrer dans le processus de passer une résolution qui exclut? Comme parti, et c'est pour ça que j'ai dit ce que j'avais dit, puis je sais que je prends beaucoup de temps là, mais si oui, effectivement, tu as 1, 2, 3 ou 4 partiels, bien, comme parti, sélectionne des femmes, that's all. Pourquoi l'amener, faire une résolution, puis bâtir un mur et dire, regarde, les hommes, là, on n'a pas besoin de vous là, pour les partiels, merci, ciao. Fais pas ça. Prends la décision comme parti, mais passe pas une résolution. Je trouve que c'est tellement ridicule, cette affaire-là, je ne sais pas quoi d'autre dire, là. Ben oui. De toute évidence, toi non plus.